Au sein de l'opposition. Je n'ai pas lutté 20 ans pour laisser ma place à un autre, c'est pour rester prendre le pouvoir. Risque d'endosser la responsabilité de l'échec de l'opposition congolaise. Cameroun, c'est le produit du moutisme. Pourtant, ils sont payés avec l'argent des contribuables congolais. À ce stade, je ne dénie à personne, bien entendu, d'avoir un point de vue. Ils vont vous replier 3 fois et ils se souviendront lorsque le coq va chanter. Créer un groupe, c'est comme si vous fouillez vos responsabilités. Et ça les arrange comme ça. J'ai posé une question simple au vieux Étienne Tshisekedi. Ils ne sont plus contents de leur système. Il faut laisser les talents s'exprimer. Vous allez découvrir soit ce que pense la société. Un esprit sain dans un corps sain. Celui-là avait raison. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre chaîne. Salutations à tous les étudiants sur des campus universitaires à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, à travers le monde. Nous sommes très sensibles à tous ces messages que vous nous envoyez d'un peu de partout. Ainsi, votre chaîne est fidèle à son rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons faire une émission assez spéciale parce que nous allons parler d'une grande famille. Vous savez, dans notre pays, depuis bien longtemps, des familles ont marqué l'histoire de ces pays. Les enfants aussi. Oui, on connaît les enfants Mobutu, on connaît aussi les enfants Lumumba, on connaît également les enfants Kabila, on connaît aussi les enfants Bemba. Et aujourd'hui, on a la chance et l'opportunité d'en avoir un. Il s'appelle Jean-Jacques Bemba, qui est le frère de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de la République qui est en ce moment à la CPI. Mais on va aussi dire que vous êtes un acteur politique, parce que depuis quelques temps, vous militez activement d'ailleurs au sein de la majorité présidentielle. On va pouvoir savoir pourquoi, parce que d'aucuns penseraient que si on est de l'Équateur, de l'ancien système, on doit forcément être de l'opposition. Alors, pour parcours, gradué en comptabilité et marketing en Belgique, comme beaucoup de jeunes cadres de notre pays, acteurs politiques, je l'ai dit, vous avez été candidat aux dernières élections à Guémena, Sud-Ubangi, à l'Équateur. Ça n'a pas fonctionné. Alors, Jean-Jacques Bemba, que reste-t-il de la famille Bemba aujourd'hui? Merci M. Kassamba. C'est un plaisir pour moi aussi de partager ce moment avec vous. Je tiens à vous féliciter pour votre chaîne. Vraiment, ça fait plaisir. C'est vraiment la continuité du travail que vous avez commencé en Europe. Je me souviens très bien. Je tenais vraiment à vous féliciter personnellement. Merci beaucoup. Mais écoutez, la famille Bemba est là, comme toute famille, comme vous avez dit tout à l'heure, une grande famille. Grande pas seulement par le nom, mais grande aussi par le nombre d'enfants. Nous sommes tous là. Dieu fait grâce que nous sommes encore vivants. Et notre aîné, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est en prison. Ça fait très mal à la famille, évidemment. Je ne peux pas dire le contraire, ce serait dommage. Et nous voulons vraiment continuer l'œuvre de notre feu père, qui était un vrai nationaliste, chacun dans son domaine. En tout cas, moi, je me suis mis dans ce sens-là. Et je vais essayer de faire... On va un petit peu parler de vous, c'est-à-dire les enfants de Bemba Saolona. Comment vous avez vécu? J'ai rappelé tout à l'heure que vous avez été en Belgique, formé là-bas comme vos frères. D'ailleurs, on rappelle que Jean-Pierre était formé à Tchèque avec Olivier Kamitato à l'époque. Vous étiez plus à Bruxelles ou vous étiez en province? Mais écoutez, moi je suis allé en Europe seulement quand j'ai terminé le secondaire ici à Kinshasa. Avec les diplômes d'État? Oui, oui, j'ai vécu beaucoup à l'Équateur aussi. Je suis un vrai villageois. Ah oui, vous connaissez quand même oui, j'ai vécu les terroirs? Mais tout à fait. J'ai vécu entre Businga, Gbadolite, Libenge, Guémena. Les plantations, c'est vous? Les plantations, oui, j'y ai vécu d'ailleurs. Avant que cette plantation de Guémena, qui était la plus grande de Sud-Ubangi, devienne à mon père. Ça appartenait à un monsieur très important qui était belge aussi,
d'ailleurs qui était quelque part le père nourricier de mon pauvre père, qui s'appelait Paul Jean. Et cette plantation, j'ai vécu avant que ça devienne la propriété de mon père. Oui, alors qu'elle devienne-t-elle? Bon, avant que vous me parlez un peu de vous, cette plantation. On l'a dit, Bemba Saolona avait beaucoup de biens, notamment à l'Équateur, plantation de café, des maisons. Que deviennent tous ces biens? Mais écoutez, ce n'est pas évident de remplacer Bemba Saolona, je vous le dis tout de suite. C'est un enfant aussi vraiment du terroir. Et il connaissait bien ses plantations. C'est lui qui connaît le mieux. D'ailleurs, nous sommes très très loin de sa culture, qui était une culture vraiment de proche de villageois et du village et surtout de l'arrière-pays. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de continuer l'œuvre qu'il a laissée. Parce que ça demande d'abord... Est-ce que ça s'est disloqué? Vous êtes partagé tout Non, le bien? Non, du tout. Il reste encore quelque chose? Tout est là. Tout est là. Vous savez, le grand frère qui est en prison est le liquidateur légal de la famille. Il n'a pas encore décidé quoi que ce soit. Il tient à tout ça? Il tient encore à tout ça. Il ne vous a pas laissé non, dilapider comme d'autres famille familles le font. Oui. Nous avons cette chance d'avoir un grand frère assez sage de ce côté-là. Et nous aussi, avec notre sagesse que Dieu nous a fait, nous n'avons pas été dans ce sens-là de dilapider. Il n'y a pas eu de querelles de famille? Il peut y avoir des querelles parce que vous savez, quand vous avez beaucoup d'enfants, il y a toujours des injustices que vous subissez, chacun dans son coin. Mais nous qui sommes les aînés de la famille, en tout cas Jean-Pierre est l'aîné de tout le monde, moi je suis le deuxième garçon. Et, qui décide alors lorsqu'il est en prison? Mais écoutez, il y a un consensus au niveau de la famille. Moi, j'en fais pas partie. Moi, c'est ma volonté. J'ai décidé. Un libéral? Oui, j'ai décidé de ne pas interférer. Jean-Pierre avait choisi ce qu'il fallait pour diriger les affaires pendant qu'il est là-bas, en attendant son sort. Et je suis content que ça se passe comme ça. Et c'est bien, vous n'avez pas d'inquiétude? Je n'ai pas d'inquiétude parce que nous ne sommes pas arrivés à ce stade de dilapidation. Dieu m'a fait grâce que j'ai cette sagesse-là de ne pas piétiner là où Jean-Pierre a mis des bornes, parce que c'est quand même l'aîné de la famille. Même si, il est quoi, autoritaire, dirigiste, ou il joue le rôle de père de famille? Il fait quoi finalement? Mais écoutez, tous ceux qui le connaissent savent bien qu'il est assez autoritaire. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Mais en ce qui me concerne, ça n'a aucun effet sur moi parce que je n'ai jamais vécu vraiment avec mon frère. Vous étiez ici, lui là-bas, enfin... Oui, voilà. Et quand il est revenu, moi je suis parti. Quand il a fini les études, qu'il est revenu sur Kinshasa, moi je suis reparti sur la Belgique. Et pourquoi pendant qu'il était vice-président, enfin pendant la rébellion, quand il est revenu ici à Kinshasa, pourquoi on ne vous a pas vu au premier plan avec lui dans tout ce qu'il a fait comme activité, ni en tant que rebelle, ni en tant que vice-président de la République ici à Kinshasa? Mais écoutez, c'est simple. Moi, on est là pour dire la vérité. Oui. Et quand vous voulez savoir exactement ce que je suis, vous savez, en 97, j'étais ici quand l'AFDEL est entré. J'ai vécu tous les dommages collatéraux que l'AFDEL a emmenés. Mon père était en prison, Jean-Pierre a pris les armes, sans que nous soyons au courant, sans qu'il prévienne personne. D'ailleurs, mon père... Oui? C'était un... Avec cette malédiction de votre père? C'était un choc, oui. Parce que bon, son père était ici, c'était pas évident de gérer ça. N'en déplaise à certains, mais mon père n'était pas d'accord avec cette histoire. Et je suis resté sur la lignée de mon père depuis 97. Vous n'avez pas partagé je n'ai pas partagé la vision de Jean-Pierre, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça, je vous dis, si je ne suis pas rentré entre 2003 et 2006, parce qu'il était vice-président, c'est parce que je voulais rester constant dans ma vision des choses. Je n'étais pas d'accord par rapport aux armes, parce que je sais ce que c'est les armes, je sais ce que ça peut emmener comme histoire. D'ailleurs, lui-même, il a témoigné, pendant qu'il était au front, il a failli se faire tuer. Vous voyez un peu le choc qu'un père peut avoir. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été à un moment donné, quand il était avec Mouzé ici, il a été chez Museveni pour réclamer son fils. C'était son fils aîné. Tout espoir de la famille était sur Jean-Pierre. Votre père est mort avec ses soucis de la dérive de Jean-Pierre? Le choix des armes, le choix Écoutez, il y a eu double choc. Le premier, c'était Jean-Pierre a pris les armes. Il a refusé, il a combattu, il a tout fait pour récupérer son fils qui avait refusé de revenir à la maison, qui a choisi son chemin. Et c'est légitime. Le deuxième choc, c'est qu'il a vu son fils
il savait bien qu'en prenant les armes, c'était ça les conséquences. Oui. La prison. La prison, on ne sait jamais. C'était la mort ou la prison un jour. Et voilà. Et pour lui, c'était quelque chose où il se disait, j'aurais pu faire mieux peut-être. Il se reprochait beaucoup. Est-ce que j'aurais pu prendre l'avion, aller chercher mon fils et revenir avec lui? Parce qu'il ne serait peut-être pas en prison. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours avant la mort de votre père? On a dit qu'il est parti voir Jean-Pierre en prison. Et en rentrant sur Bruxelles, il a eu ce choc. Non, du tout, du tout. Il a été la veille du choc de sa mort. Il a été un jour avant voir Jean-Pierre. Il est revenu et le lendemain, il a été pour un sport médical, comme on l'appelle, auprès de son médecin en Belgique, à Saint-Jean, au niveau de Deboucaire, à Bruxelles. Et il était accompagné de mon petit frère, un des derniers. Et dans l'ascenseur, il a eu un vertige. Oui. Et il s'est assis en sortant de l'ascenseur dans la salle d'attente du médecin. Et là, les choses ont commencé à dégénérer. Oui. Il est tombé dans les vapes et petit à petit, c'est arrivé au point où il fallait l'opérer parce qu'il y avait une embolie pulmonaire. Et on l'a perdu. On l'a perdu pour une journée. Vous voyez un peu le choc. Si on était préparé, si on l'avait vu dégénérer dans sa santé, c'est-à-dire on l'avait vu malade, peut-être qu'on aurait eu moins de choc parce qu'on aurait comment il vivait, préparé cela. Comment il vivait la prison de Jean-Pierre? Très mal. Très, très mal. Vous savez, il a... pour nous qui sommes des Bantous, vous savez bien qu'un fils aîné, c'est très important. Il a mis beaucoup d'espoir en lui. Il lui a payé les meilleures études. Comme vous l'avez dit, les chèques, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je n'ai pas pu le faire, d'ailleurs. C'est parce que j'étais limité aussi quelque part, intelligemment. Oui. Mais vous comprendrez que quand son fils est revenu de la rébellion, c'était un soulagement. Un soulagement. Revenu vivant. Il est revenu vivant. Pour lui, ouf. Voilà, ce que je craignais a été évité. C'est la mort par les armes. Maintenant, il a voulu l'aider ici en tant que vice-président. Il a tout fait pour que son fils rentre dans la démocratie, effectivement, et que ces caractères belliqueux qu'on lui donnait à Jean-Pierre tombent, parce que ce n'était pas évident. Est-ce qu'il est toujours belliqueux? J'en sais rien, parce que vous savez, moi, j'ai été le voir en prison. On a eu 3h30. Il vous dit quoi? Comment il vit la situation au pays? Ça lui fait mal aussi qu'il ait abandonné le pays dans cet état des choses. Il aurait bien voulu continuer l'œuvre qu'il s'est lui-même assiégée, c'est-à-dire travailler pour le Congo. Mais il aurait peut-être voulu continuer ça autrement, à sa façon. Mais moi j'estimais qu'il aurait dû continuer avec Joseph Kabila, qui était son président aussi pendant 3 ans. Je crois qu'ils avaient déjà installé un climat de confiance. Oui, là, un climat de confiance. C'est dommage. Est-ce qu'il vous a parlé du président Kabila là-bas, en prison? Non, sincèrement, Jean-Pierre ne parle pas beaucoup de la politique, sincèrement. En général... Il dit quoi du président Kabila, Jean-Pierre Bemba? À moi, il ne m'a jamais rien dit. Franchement. Et à d'autres personnes? Je mentirais en disant qu'il m'a parlé de Joseph Kabila. Il ne m'a jamais parlé de Joseph Kabila. À d'autres gens, oui, certainement. Certainement, mais notre relation n'est pas faite sur ce sujet-là. Est-ce que votre famille pense que Jean-Pierre Bemba a été lâché par le Congo et par les institutions du Congolais pour aller l'envoyer en prison? Je pense qu'il y a une partie de la famille qui doit le penser. C'est évident. Il est sorti du Congo grâce à Joseph Kabila, parce qu'il n'était pas obligé d'accepter qu'il sorte d'ici. On connaît d'autres... présidents d'autres pays aussi qui refusent de faire sortir leur adversaire politique. Oui. Et il aurait peut-être contrôlé à partir d'ici plus facilement aussi, parce que ça restait un adversaire politique. Il ne faut pas oublier la date du 22-23, ils se sont tapés dessus. Oui, ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, il y a des choses qui ont été saccagées. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ce n'était pas quelque chose d'agréable pour nous. Et les gens, certainement, doivent penser qu'en partant d'ici, le gouvernement, le président Kabila l'a lâché. Oui, il y a certainement des gens qui pensent, mais moi, je ne pense pas. Je pense que c'est justement le contraire qu'il fallait... Parlons un peu de l'Équateur. Vous avez dit tout à l'heure, fils du terroir, vous avez grandi à Guémena, là-bas, chez vous. C'est qui les leaders de l'Équateur aujourd'hui? Écoutez, je crois qu'il y a une crise de leadership
À l'Équateur? Oui, je pense. Vous C'est-à-dire? savez, le problème de l'Équateur, c'est que les gens, c'est peut-être triste si je veux dire, hein, et ça n'engage que moi, Oui. Les gens n'évoluent pas beaucoup. Qui évolue pas beaucoup? La classe politique ou les Non, non, la ressortissants population. d'Équateur? La population? Oui, je pense. Parce que j'ai vu quand j'ai été, quand j'ai dit pourquoi je soutenais